Et nous retrouverons Ludovic Faux en direct de l'Assemblée pour des réactions politiques. Et sur ce plateau, un face-à-face. Yves Gégaud, député UDI de Seine-et-Marne. Face à vous, Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Bienvenue dans la séance continue. Et on commence notre débat avec la grève à la SNCF. Les cheminots de FO et Sudrail poursuivent leur mouvement. La sortie de crise dépend désormais de la CGT. En attendant, la dette de la SNCF continue de grimper. Elle est de près de 50 milliards d'euros. À la question de Gilles Savary, Manuel Valls a renvoyé à l'été une décision sur cette dette de la SNCF. Écoutez le Premier ministre. Un plan d'action sera engagé en faveur du fret ferroviaire. Ce plan comportera notamment une subvention de l'État à hauteur de 90 millions dès cette année et pour les années à venir afin d'alléger le coût des péages pour les opérateurs de fret. Concernant les trains d'équilibre du territoire, dans le cadre de la feuille de route qu'il s'est donnée, le gouvernement veillera à en maintenir l'équilibre économique actuel pour la SNCF. Concernant, c'était votre dernière question, la dette ferroviaire. Le gouvernement remettra en août prochain au Parlement un rapport sur la dette de SNCF Réseau et sur les solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examinera les différentes hypothèses de reprise de tout ou partie de cette dette par l'État et la création d'une caisse d'amortissement ainsi que leurs effets. Le législateur disposera ainsi de l'ensemble des données afin de prendre une décision. Et avant d'en débattre en plateau, une réaction tout de suite de Thierry Mariani. Il est en direct au micro de Ludovic Faux. Oui, Thierry Mariani, il y a eu plusieurs questions, dont l'une que vous avez posée dans l'hémicycle sur la SNCF. Le Premier ministre a notamment fait un certain nombre d'annonces concernant la façon dont le gouvernement veut aider la SNCF à assurer son avenir, après l'accord qui a été mis sur la table dans la négociation avec les syndicats. Qu'avez-vous pensé des déclarations du Premier ministre concernant l'avenir de la SNCF ? Une fois de plus, l'addition sera salée. Vous savez, je suis ancien ministre des Transports. Elle sera salée pour les contribuables, parce que tous les jours, on annonce des nouveaux cadeaux à tel endroit ou tel autre, et ces cadeaux ne sont pas financés. Et l'addition sera salée aussi pour la SNCF. D'abord pour la SNCF. La SNCF, il faut le savoir, c'est une entreprise formidable. Moi, je vois à l'étranger, par exemple dans le Pacifique, elle remporte des marchés face à des concurrents quand elle est en situation d'être concurrentielle. Et la SNCF a besoin de se réformer pour se préparer à l'ouverture de la concurrence qui est inévitable en Europe. Et en prenant cette décision de finalement lâcher de l'argent et de retarder un certain nombre de réponses, c'est d'abord la SNCF qui j'allais dire, continue à avoir un train de retard, si vous me permettez. Deuxièmement, c'est le contribuable, parce que ces cadeaux pour acheter la paix sociale, eh bien à la sortie, c'est le contribuable qui devra les financer. Donc sur ce dossier, le gouvernement a lâché la SNCF et son directeur, lâché le contribuable qui va devoir payer la note, et tout ça pour rien, puisque la grève continue. Vous dites acheter la paix sociale à 2 jours de l'euro. Est-ce que le gouvernement a le choix? Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre finalement très concrètement? Je crois qu'à un moment, il faut faire preuve de fermeté. Il y a des possibilités de réquisition. Je regarde ce que certains maires demandent, par exemple, face à la grève des ordures ménagères. C'est inadmissible, le droit de grève, il existe, etc. Tout le monde le sait. Mais enfin, franchement, à un moment où la France a beaucoup souffert, à un moment où, entre le terrorisme et les inondations, où on a quelque chose qui peut donner une bonne image de nous à l'étranger, c'est piteux, c'est lamentable de voir un syndicat qui en réalité se sert de cette manifestation et une fois de plus va détériorer l'image de la France. Finalement, la situation actuelle, la faute à qui? Au gouvernement, aux syndicats? Aux deux, parce que le gouvernement n'a pas su anticiper et prévoir cette situation et à mon avis, les syndicats ont une attitude absolument pas digne de la situation. Merci Thierry Mariani. À vous Marion. Merci à vous Ludovic Faux. Alors Yves Gégaud, vous avez entendu le Premier ministre dans l'hémicycle, une décision à l'été concernant la dette de la SNCF. Qu'attendez-vous de l'État? L'État doit-elle reprendre cette dette? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les problèmes conjoncturels, la grève, les conséquences. J'entendais que le Premier ministre, dans ce cadre, disait qu'il allait apporter 90 millions dès cette année sur le fret ferroviaire. La grève va coûter plus de 300 millions. Donc on voit bien qu'il y a là une difficulté liée à ce qui se passe à court terme. À moyen terme, la SNCF, c'est un peu comme EDF. C'est une entreprise en situation de faillite. Ce serait une entreprise privée. Elle déposerait son bilan sur ce sujet. Donc il faut évidemment traiter la question. Le gouvernement a en catimini
aussi traiter la question d'EDF, enfin quand même à hauteur de 4 milliards. On nous annonce des chiffres importants pour la SNCF. Moi, je pense qu'on ne peut pas échapper au sauvetage de ces grandes entreprises publiques, évidemment. Mais il faut mettre dans la corbeille de la mariée des exigences en face, sur le statut des personnels, sur un certain nombre de choses. Et on voit bien que c'est tout le contraire que fait le gouvernement. C'est-à-dire, pour obtenir un déblocage, on lâche sur les conditions accordées au personnel de la SNCF, qui est extraordinairement privilégié par rapport au droit commun, et ça va coûter de l'argent. Eh bien, il faut faire tout le contraire. Il faut sans doute recapitaliser ces entreprises, mais il faut les remettre à l'aune de ce que sont les entreprises d'aujourd'hui et sortir des avantages exorbitants qui sont accordés à leur personnel. Donc, vous voyez, il y a là, je pense, une vision qui va, à mon sens, dans le mauvais sens. Dans le bon sens sur le fait du sauvetage et dans le mauvais sens sur le fait qu'on n'exige rien en échange. On ne peut pas toujours remettre de l'argent sans rien exiger en échange. Pascal Popelin, vous entendez Yves Gégaud, chacun doit faire un pas. Cet été, si le gouvernement annonce un geste donc pour la dette de la SNCF, les cheminots devront-ils faire des efforts? Il faut que chacun fasse des efforts, mais alors moins ce qu'a dit Yves Gégaud qui est plus modéré, mais j'avoue que je suis extrêmement choqué parce que j'ai entendu des propos simplistes de Monsieur Mariani qui donnent le sentiment véritablement de résumer ainsi la position et la caricature du débat que fait une partie de l'opposition de ces sujets. D'abord, la dette de la SNCF, elle n'est pas une dette qui est générée là de manière récente, c'est une dette historique qu'on se traîne et qu'on essaie de résorber. Ensuite, il y a eu une loi qui a été votée l'année dernière sur justement les modalités pour permettre à la SNCF de faire face à la question de la concurrence qui va arriver. Et puis, enfin, il ne faut pas quand même perdre de vue qu'on impose à cette société des exigences qui sont celles du service public et qui effectivement ne la placent pas dans une situation comparable avec celle d'entreprises concurrentielles. Vous avez dit tout à l'heure... Cela veut dire statut privilégié, particulier pour les cheminots? D'abord, sur les conditions économiques de fonctionnement de l'entreprise, à partir du moment où les élus, les mêmes d'ailleurs, ceux qui disent qu'il y a des cadeaux, etc., mais qui sont les premiers dès qu'on ferme une ligne ou dès qu'on réduit une fréquence de rotation des trains, sont les premiers à dire pas ça chez moi, je veux, même si c'est pas rentable. Bon, et puis il y a les salariés. Sur les salariés, chacun doit faire des efforts, chacun ça doit s'adapter au temps, chacun doit s'adapter à la concurrence, mais en même temps, parler de privilèges exorbitants pour des gens qui ont une situation quand même professionnelle très particulière, avec des horaires de travail, alors certes, on met plus du charbon dans les locomotives, mais enfin, on travaille la nuit, on travaille en horaire décalé, comme beaucoup d'autres, et il est important... Et si on ramenait tout ça vers le droit commun, on ferait des économies sur ce poste-là, on pourrait maintenir des lignes ouvertes et être à l'aune de la concurrence. Moi, ce qui me choque, c'est les conditions accordées, ce qu'on lâche aux syndicats. Évidemment, ils ont une capacité à bloquer le pays, c'est vrai, et on est prêt à lâcher à la veille de l'euro. Je comprends tout ça. Non, mais au fond, au moment, moi, je pense qu'il faut avoir un moment de vérité vis-à-vis de ces grandes entreprises, et avoir un débat public qui dise aux Français, on maintient un service public ferroviaire de qualité et puissant, mais en échange, le statut des personnels n'est pas dérogatoire du statut de droit commun. Il n'y a pas de raison qu'un employé de la SNCF passe plutôt en retraite qu'un boulanger qui travaille la nuit. Il n'y a pas de raison qu'un employé de la SNCF ait des avantages sociaux, des avantages qui soient exorbitants du droit commun. C'est ça que demandent les Français. C'est un peu d'équité. Et on n'a pas plus fait que vous. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Premièrement, que ne l'avez-vous fait? Mais au-delà de ça... on a un moment pour le faire. Quand vous êtes face à une entreprise qui dit si vous ne faites pas, si vous ne me recapitalisez pas, je vais mettre la clé sous la porte, vous avez un moment de vérité. Et ce que je peux reprocher au gouvernement, c'est de ne pas utiliser ces moments de vérité pour purger les systèmes. Alors, c'est le moment de parler de moments de vérité, parce que sinon on ira dans le mur. Il faut dire toute la vérité. Les discussions qui sont actuellement en cours, elles ne sont pas simplement à l'intérieur de la SNCF. Elles sont avec l'ensemble de la branche transport. C'est-à-dire qu'y compris, il y a des employeurs privés qui ont fait des propositions, qui ont accepté un certain nombre d'évolutions par rapport à ce qui était initialement avancé sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, SNCF et autres entreprises qui interviennent dans le domaine des transports, nous sommes arrivés à un point où l'équilibre raisonnable est trouvé. Eh bien, j'appelle il y a un certain nombre de syndicats d'ailleurs, syndicats réformistes habituels, ceux qui sont dans la logique du dialogue social et qui sont prêts à signer cet accord. Je souhaite que les autres s'en inspirent, mais je souhaite aussi
qu'on cesse de parler de cadeaux. S'il y a des entreprises de la branche qui ne sont pas la SNCF, qui n'ont pas la puissance régalienne de l'État qui leur impose de signer, qui ont accepté les compromis qui sont actuellement proposés sur la table, c'est bien que quelque part, ce sont des compromis équilibrés et honnêtes, tant pour les salariés que pour l'entreprise. Vous appelez la CGT donc à signer cet accord ? À signer, je sais la difficulté qu'il peut y avoir parfois à poser de l'encre sur un papier pour certains acteurs, mais à tout le moins à, disons, faire preuve du bon équilibre, parce que quand on entend le discours qui est par exemple celui de M. Mariani tout à l'heure, s'il ne signe pas ce type d'accord, c'est quand même ce type de dialectique qui les guette à partir du moment où ce ne serait plus la gauche qui serait en responsabilité du gouvernement. Oui, j'entends bien le discours, au secours la droite revient, vous verrez nous on vous tape mais la droite vous trappera 2 fois plus, etc. J'ai peur que ce soit décalé. Moi j'ai pas l'ambition de taper, mais j'entends que éventuellement ce vocabulaire décalé vous est, avec la réalité du monde telle qu'elle est. Je ne pense pas. Je suis partisan d'un service public, notamment ferroviaire, qui soit puissant, de qualité pour les usagers. Oui. Je suis partisan que ceux qui sont les acteurs de ce service public n'aient pas des avantages très différents de toutes les entreprises qui sont les acteurs du service public. Et je crois que c'est là où le bas blesse. Et qu'au fond, vous êtes piégé par quoi ? Vous êtes piégé par ce qui s'est passé il y a 4 ans lorsque la majorité a été élue. Vous êtes piégé par une CGT qui a appelé à voter pour François Hollande. Ce sont vos électeurs, ce sont vos amis politiques que sont ces syndicats. Et le paradoxe, c'est ce sont ceux qui ont appelé à voter pour vous. Je n'avais pas vraiment observé que la CGT se comportait en ami politique et en soutien du gouvernement actuel. En 2012, mais après, les organisations syndicales sont libres de se prononcer. Je n'ai pas le souvenir qu'en 2012, lorsque vous êtes présenté aux élections, vous avez dit personnellement, je ne me suis pas présenté avec le soutien de la CGT. François Hollande, si, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça sa difficulté aujourd'hui. Et on en verra. Vous avez une manière de réécrire l'histoire qui est à la limite de la mauvaise foi. Et le débat se poursuivra. Les Français se souviendront dans leur portefeuille, malheureusement, de tous ces rendez-vous manqués, les nôtres, mais beaucoup les vôtres aujourd'hui. Et je crains que demain, ça coûte très cher au pays. Et le débat se poursuivra, car on vient d'apprendre la grève à la SNCF est reconduite pour demain dans de nombreuses régions. On vient de l'apprendre donc par les syndicats. On va poursuivre ensemble sur ce plateau avec la loi Sapin 2 sur la transparence, lutte contre la corruption, la modernisation de la vie économique. C'est un vaste projet de loi pour mettre la France aux standards internationaux. Hier, les députés ont notamment débattu du statut des lanceurs d'alerte, ces hommes et ces femmes qui permettent la révélation d'affaires de corruption ou de scandales fiscaux. Écoutez la réponse de Michel Sapin à Éric Alauzet. Il faut aussi s'appuyer et donc protéger ceux qui, par volonté de servir l'intérêt général, ont pu faire découvrir, dénoncer des situations soit illégales, soit anormales et immorales, comme celles que vous avez décrites, ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Et une des avancées considérables du texte de loi que vous avez cité, et c'est une création en grande partie de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir un statut de protection des lanceurs d'alerte. Des situations comme celle de M. Deltour sont inadmissibles. À l'avenir, en France, il sera protégé. Pascal Popelin, vous venez d'entendre le ministre. Alors les intimidations, les licenciements ou le harcèlement, c'en est fini pour les lanceurs d'alerte. Ils sont enfin protégés? En tout cas, il faut y contribuer parce que nous sommes dans une société qui admet de moins en moins, qui n'admet plus et qui a raison de ne pas admettre que certains prennent toute liberté avec l'honnêteté, la probité, la corruption. Alors on a fait œuvre de transparence pour la vie publique dans le cadre de la loi de 2013 qui a créé la haute autorité de la vie de la transparence de la vie publique, les contrôles des patrimoines, des déclarations d'intérêt pour la sphère publique, c'est-à-dire les élus et les responsables importants de l'État. Il était important qu'il y ait aussi un texte qui, du point de vue de l'entreprise, fixe un certain nombre de règles. Voilà, ça participe à la fois de cette volonté de transparence, puis aussi de ce mouvement qui consiste à réorganiser aussi et à veiller à ce que les activités bancaires, en particulier, soient des activités plus transparentes. Il y a eu la loi de séparation sur les activités de dépôt avec les activités spéculatives. Donc cette question des lanceurs d'alerte. Nous essayons
pas par pas, pied par pied, d'adapter notre société, disons, aux exigences de transparence et d'éthique qui sont celles de nos compatriotes. Et nous l'avons aussi fait avec des efforts importants qui ont été menés pour la lutte contre la fraude fiscale. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui est rentré dans les caisses de l'État lié à des redressements. 6 milliards, a rappelé le ministre, entre 2011 et 2015. Yves Gégaud, avec cette protection des lanceurs d'alerte, c'est la fin de l'omerta. Il faut s'attendre à plus de révélations, de scandales tels qu'on les a vus ces derniers mois. D'abord, écoutez mon collègue, on a le sentiment que c'est avec ce gouvernement socialiste que commencent les mesures de transparence et de moralisation. Moi, j'ai voté depuis 12 ans que je suis parlementaire sous des majorités différentes, des textes qui essayaient de s'adapter à des situations sur ce sujet. Il faut que personne... J'ai rappelé ce que nous avions fait. On serait vraiment malvenu d'essayer de laisser penser qu'il y aurait un camp qui serait pour la transparence, pour la lutte contre la corruption, et qu'il y aurait un autre qui serait complètement opposé. Là, je crois vraiment que sur cette affaire, si on c'est veut une thématique tout à fait transpartisane. Si les hommes politiques veulent retrouver un peu de crédibilité vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, et si on veut être à la hauteur des mandats qui nous sont confiés, il faut dire que sur ce sujet, il y a du consensus. Il y a du consensus, mais il y a quand même des partis qui l'ont voté et d'autres qui ne l'ont pas voté. Mais comme vous n'aviez pas voté les lois que nous avons fait à l'époque pour les commissions des comptes de campagne et autres sur ce sujet. Donc il y a des postures politiciennes dont les Français ne sont pas dupes sur le fond de dire qu'il faut plus de... Mais vous êtes plus vertueux que les autres, je vous en félicite. Sur le fond, ce qui est de dire qu'il faut aller vers plus de transparence, de plus de lutte vers les corruptions, de plus d'encadrement, de plus de protection, autant que la loi puisse protéger, parce que malheureusement, ce serait si simple s'il suffisait d'un texte pour protéger les gens de ces difficultés. Je pense qu'il faut faire des progrès. Cette loi, elle va dans le bon sens, je le dis très clairement. Vous voyez, moi, je ne fais pas de langue de bois sur ces questions-là. Simplement, elle est un peu fourre-tout. Elle n'a pas vraiment de stratégie globale. Il y a une série de mesures qui, prises individuellement, sont plutôt des bonnes mesures. Sur un global, c'est une loi de progrès qui permettra de faire des choses. Est-ce qu'il faut s'attendre à un miracle? Est-ce que par ce simple texte, tout ce qui est les questions de fraude fiscale, de corruption, etc., sont éradiquées? Je crains qu'il ne faille pas mentir à ceux qui nous écoutent. C'est un combat permanent sur lequel il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Et je pense qu'on a intérêt à essayer de dégager des consensus politiques sur ces questions-là, parce qu'on a tous intérêt à ce que les citoyens croient encore en la société, la vertu des hommes politiques, autant qu'on puisse essayer d'employer ce terme. Malheureusement, il y a quelquefois des affaires qui viennent dégrader tout ça, mais aussi du monde de l'entreprise, mais aussi de l'encadrement des salaires des grands patrons, toute une série de choses qui sont une demande légitime sur laquelle il faut faire des progrès. Et c'est un point je vais vous dire, je rêve qu'on soit capable sur des sujets comme ça, dans les assemblées futures, d'essayer de dégager des majorités de consensus et d'idées, plutôt que des postures où les uns disent j'ai tout fait et les autres n'ont rien fait. Et en tout cas, c'est un point que nous avons avec Yves Gégaud, qui est un modéré de ce point de vue-là et qui appartient à un groupe qui sait effectivement distinguer ce qui peut être bon pour l'intérêt général et faire abstraction dans ces cas-là de considérations partisanes. Mais quand même, il y a des textes sur lesquels on voit bien là, les amendements qui sont déposés dans le cadre de ce projet de loi, et on voit bien qu'il y en a qui sont plus réticents que d'autres à aller vers cette transparence, mais c'est pas grave. Elle passera parce qu'elle doit passer. Et le débat se poursuit donc jusqu'à demain dans l'hémicycle. On termine ce débat avec les inondations qui ont touché la région parisienne, le Loiret notamment. La décrue a commencé. La question des indemnisations se pose. Hier, le Premier ministre a annoncé différentes mesures et l'arrêté de catastrophe naturelle a été déclaré pour 782 communes à la sortie du Conseil des ministres. Écoutez le Premier ministre qui répondait dans l'hémicycle à Romain Colas, le député. L'État se met en capacité immédiate d'engager de l'ordre de 30 millions d'euros pour apporter, je le dis bien, une première aide à toutes ces situations et notamment aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs qui ont été touchés. Et puis bien sûr, nous l'avons dit encore ce matin au Conseil des ministres, il faudra tirer tous les enseignements pour les ouvrages, pour leur implantation, pour les plans face aux risques. De nouvelles opérations auront lieu pour pouvoir prévenir, comme ça avait été déjà effectué au mois de mars dernier pour la crue de la Seine, parce que c'est en préparant ces événements que nous pouvons à ce moment-là être le plus efficace possible. Vous le voyez, monsieur le député, nous sommes totalement mobilisés. Pascal Popelin, vous venez d'entendre le Premier ministre. Il faudra tirer toutes les leçons. Quelles sont-elles, ces leçons à tirer de ces événements exceptionnels ?
La première leçon qu'il faut tirer, c'est que nous ne pouvons pas totalement dominer la nature et que ces événements, c'est le résultat de phénomènes naturels. Bon. Après, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas, par son comportement, par l'urbanisme qu'il a mis en place, sa responsabilité. Et donc, bien sûr, il y a des dispositifs de protection et de prévention à mettre en œuvre davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, même si beaucoup a déjà été fait. Mais surtout, il y a à réfléchir sur l'urbanisme, la manière dont on construit et la manière dont on entretient aussi tous les équipements qu'on a pu mettre en place dans les années précédentes. Yves Gégaud, vous dressez la même liste de ces leçons à tirer de ces crues. Je crois qu'il faut tirer des leçons. Alors, on ne maîtrise pas la nature, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Avec le groupe UDI, nous avons demandé la création d'une mission d'information parlementaire pour auditionner, pour écouter, pour comprendre. La crue du Loing, qui a dévasté ma circonscription, Moret-sur-Loing, Saint-Mamet, Montigny-sur-Loing, entre autres avec Nemours, avec Montargis dans le Loiret. Cette crue du Loing, elle est due à deux phénomènes. La nature, mais elle est due aussi à une rupture du canal de Briard, qui est mal entretenu, faute de moyens de voies navigables de France, et qui a envoyé une vague submersive qui est arrivée jusqu'à Paris à terme. Pourquoi est-ce que ce canal n'est pas entretenu? Qui est responsable de cela? Moi, je crois que les sinistrés, il y en a plus de 8000 en Seine-et-Marne qui ont été obligés d'évacuer leur maison. Ils attendent que non seulement on comprenne, qu'on agisse, mais qu'on ne reste pas sans chercher des responsabilités et sans avoir toute la transparence. On leur doit bien ça. En tout cas, les questions ont bien été entendues. Les leçons seront donc tirées. Merci à vous, Pascal Popelin, Yves Gégaud, d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de Parlementaire. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires. Quant à moi, je vous retrouve demain, même endroit, 14h.